32 millions de personnes couvertes, 880 millions de visites. C'est un système d'information qui est réellement complètement ancré dans le 21e siècle. Bienvenue dans Les Résilients, le podcast des super-héros du numérique. Un podcast produit par Silicon.fr en partenariat avec Splunk, une entreprise de Cisco. Splunk aide les organisations à être plus résilientes grâce à sa plateforme unifiée de sécurité et d'observabilité. Bonjour à tous et bienvenue dans la 3e saison des Résilients. Dans ce premier numéro de la 3e saison, nous allons découvrir les enjeux de sécurité et de résilience d'un service public aux 13 millions d'allocataires, que vous connaissez tous. Notre invité, Fabien Malbranc, directeur du contrôle interne et de la sécurité numérique de la DSI de la CNAF, puisque c'est d'elle dont il s'agit, la Caisse nationale des allocations familiales. Bonjour Fabien Malbranc. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce premier numéro. Et pour commencer, on va accueillir Audrey Ouliard, voix de ce podcast, qui va nous raconter une histoire de résilience que nous avons tous vécue. Et je dis bien tous, je n'en dis pas plus. Bonjour Audrey. Bonjour Bertrand, bonjour Fabien Malbranc. En effet, on ne va pas en dire plus, on va le découvrir ensemble. Évidemment, Fabien, vous pouvez intervenir dans cette histoire d'introduction, et ça c'est une nouveauté de la saison 3. Donc je vais vous demander quelques commentaires tout au long de cette histoire. Imaginez, nous sommes en décembre 1999. L'euphorie de l'arrivée d'un nouveau millénaire est à son comble. Mais dans les coulisses, une inquiétude sourde traverse le monde entier. Des entreprises, des gouvernements et des ingénieurs informatiques retiennent leur souffle. Une date, une simple date, menace de tout faire basculer. Avions cloués au sol, centrales électriques à l'arrêt, banques paralysées, et si tout s'arrêtait à minuit ? Fabien, est-ce que vous voyez de quoi je veux parler ? Oui, je vois bien cette grande aventure qui a été ce qu'on a pompeusement appelé le bug de l'an 2000. Donc 2 digits placés dans un morceau de code qui nous faisait penser que dès que nous allions passer à 2000, un certain nombre de boucles de code allaient s'arrêter puisque pour les développeurs qui avaient cherché une date lointaine. Dans les premiers développements applicatifs, on avait pris comme date la plus lointaine le 00 puisque c'était codé sur 2 digits. Exactement, c'est le fameux bug de l'an 2000. Vous l'avez bien résumé pour nous. Et ça a vraiment tenu en haleine la planète entière. C'est pour ça que Bertrand disait tout le monde a eu son vécu par rapport à cette histoire. Il y a eu des tests massifs réalisés dans les banques à cette période pour éviter des erreurs de calcul sur les comptes. Il y avait aussi des simulations d'arrêt des systèmes de contrôle aérien. Les entreprises qui ont remplacé ces millions de lignes de code, comme vous l'avez dit, pour finalement constater que peu de bugs se sont réellement produits. Et vous, Fabien, vous étiez où en 1999 et comment vous avez vécu cette période précisément ? Alors en 1999, moi j'étais dans le monde bancaire, mais plutôt sur des nouvelles technologies en fait, puisque je mettais en place des services web, intranet, extranet, internet, pour une petite structure qui fait du cautionnement de prêts immobiliers. Donc, j'étais pas du tout sur ces sujets de bug de l'an 2000, j'étais déjà sur la bulle Internet qui faisait dans l'IT, globalement, le même buzz en fin 99-2000, entre le bug de l'an 2000 et la bulle Internet qui commençait à avancer, puisque nos chercheurs en informatique nous avaient juste dit que le Minitel était la meilleure technologie. Donc pendant que le Minitel était la meilleure technologie, moi j'étais sur Internet. Ce sera peut-être l'objet d'une autre histoire. Pour le moment, cette histoire de bug de l'an 2000, ça nous rappelle qu'au-delà de la panique généralisée, ça a quand même révélé quelque chose d'extraordinaire. C'est la capacité des humains et des systèmes à s'adapter, à résoudre des crises avant même qu'elles ne se produisent ou ne se produisent pas. En rétrospective, Fabien, est-ce que vous pensez que cette préparation massive était exagérée ou au contraire, c'était un exemple parfait de résilience que l'on devrait appliquer à nos crises numériques actuelles, comme les cyberattaques, comme la gestion par exemple des IA, etc. Alors en fait, c'est jamais exagéré, C'est-à-dire que se préparer à la crise, c'est la meilleure façon d'acquérir les automatismes qui vont pouvoir être déployés lorsque la crise survient. Donc, j'ai fait beaucoup de gestion de crise pendant la période Covid. En fait, il y a un phénomène de sidération auquel vous êtes confronté si vous n'êtes pas préparé.
Donc la préparation des crises, les exercices sont essentiels pour que cela puisse être, le jour où la crise survient, devenir des automatismes où les gens sont capables de déployer des scénarios qui ont été répétés à l'avance. Des choses, puisque je fais un peu de sensibilisation pour le tissu PME et petites entreprises, on n'arrive pas à leur faire comprendre qu'un système d'information peut s'arrêter du jour au lendemain et qu'ils puissent perdre l'intégralité de leurs informations. Et du coup, sans avoir de préparation préalable sur la survenance de la crise, le jour où la crise survient, vous avez ce phénomène de sidération qui empêche les gens de réfléchir correctement et de prendre les bonnes décisions. Et ça peut embarquer des équipes dans des impasses. Donc il y a des sujets assez simples quand on les explique, comme tenir un journal de toutes les actions prises pour être capable éventuellement pendant la crise de regarder si une action n'a pas été contre-productive par rapport à une autre. Quand on n'a pas cette main courante de l'ensemble des actions qui sont prises, on peut avoir des difficultés à gérer stratégiquement l'enchaînement des actions sur une crise qui se produit sur une durée. Je vous rappelle, quand on perd un système d'information, j'ai beaucoup œuvré sur les systèmes d'information de santé. On perd le système d'information pour un retour du système d'information à l'état d'origine environ 3, 4, 5, 6 mois plus tard. Et ça, si vous ne l'avez pas préparé, vous allez vers des difficultés. C'est-à-dire que la simple rotation humaine des gens qui travaillent sur une crise, votre capacité à les nourrir, à les loger, à les véhiculer, donc là je vais vous parler que de la partie logistique et pas du tout de la partie informatique. Si ça, vous ne l'avez pas anticipé, vous allez devoir gérer dans l'urgence des sujets qui sont connexes à la crise, mais qui ne sont pas de la crise elle-même. Voilà pour les leçons à tirer du bug de l'an 2000, raconté par Audrey Williard, Senior Content Marketing Manager chez Splunk, une filiale de Cisco, et commenté par Fabien Malbranck. Fabien, nous avons pas mal de questions, Audrey et moi, à vous poser. D'abord, la CNAF. Ce sont 13 millions d'allocataires, comme je le disais en intro. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus en termes d'activité en ligne ? Alors la CNAF, c'est 13 millions d'allocataires, mais c'est aussi 101 CAF sur le territoire, 108,6 milliards de prestations versées, 32 millions de personnes couvertes. C'est un système d'information avec sur le site internet caf.fr 880 millions de visites. C'est 570 millions de connexions à la personne. C'est 70 millions de démarches réalisées. C'est plus de 90% de démarches dématérialisées. C'est 15 millions de visites sur mon compte partenaire. Donc c'est un système d'information qui est réellement complètement ancré dans le 21e siècle. C'est-à-dire que notre façon de communiquer avec notre population, c'est bien les outils du numérique, c'est bien l'accompagnement de nos populations à l'utilisation de ces outils du numérique qui permettent aux populations les plus en difficulté par rapport au numérique de trouver un support dans les établissements pour pouvoir, le cas échéant, se faire accompagner pour réaliser leurs démarches en ligne. Et c'est quelque chose qui est au service du citoyen pour avancer des prestations sociales. Fabien, on imagine assez aisément qu'un de vos principaux soucis, ce sont les montées en charge fulgurantes qui ont lieu en début et en fin de mois avec des chiffres pareils. Alors, effectivement, c'est d'activité sur notre site internet. Les gens se connectent en fin de mois pour faire leur déclaration et se reconnectent en début de mois pour reprendre, en tout cas vérifier sur leur compte allocataire le montant des prestations qui leur ont été versées ou qui vont leur être versées. Ça donne un système d'information qui doit être assez élastique, parce que pendant une partie du mois, finalement, vous avez une activité qui est assez routinière sur le site. Et entre des dates du 20 au 25, vous avez une montée en charge qui, pour les électroniciens, s'apparente à un pic, un échelon de Dirac. Donc vous avez une brutale montée en charge de toutes nos connexions pour ensuite redescendre crescendo pour que le début du mois suivant, vous ayez la même montée en charge pour les personnes qui viennent regarder le montant des allocations versées. Et dans ce cadre-là, pour vous, quelle est la définition de la résilience ?
La résilience, de mon point de vue, ça n'a rien à voir avec notre capacité à assurer, le service. La résilience, c'est être capable, d'assurer le service en continu. C'est-à-dire quels que soient les éléments de charge, de surprise, de fonctionnement de notre système d'information, il faut qu'on soit capable de répondre aux missions qui nous sont confiées. Donc, notre système d'information est construit pour accepter ces pics de charge ou encaisser ces pics de charge et est construit pour que lorsqu'on a un problème sur une partie de notre système, une autre partie puisse reprendre l'activité complètement. Et du coup, on construit notre infrastructure, en tout cas celle qui est face aux réponses au public. Cette infrastructure est construite pour accepter ces pics de connexion d'une part, mais avec de la redondance, être capable, lorsqu'on a un incident, de reprendre l'activité dans des délais qui ont été négociés avec le métier, hein. Je vous rappelle, moi je suis côté DSI, donc j'ai un temps de reprise d'activité acceptable, j'ai un temps de perte de données acceptable qui me sont imposés. On parle de 99,99999 en fonction de notre capacité à avoir un service en continu 365 jours sur 365 jours, 7 jours sur 7. Et du coup, nous, on se met dans ce cadre-là et on surveille cette infrastructure pour qu'elle réponde à ce cadre. Est-ce qu'il y a des menaces propres à un service public tel que le vôtre? Bien sûr, oui. Pour le coup, pas tel que le mien. Il y a des menaces propres au service public. Dès lors que vous avez un drapeau bleu, blanc, rouge ou que vous représentez l'État français, enfin, il y a 2 sujets. Vous représentez l'État français d'une part et vous distribuez des sommes ou des allocations qui, mises bout à bout, représentent des sommes assez vertigineuses. Du coup, c'est 2 appâts potentiels pour des attaquants. Vous avez un premier axe qui est le gain d'argent. Donc, un certain nombre d'attaquants qui viennent essayer de faire de la fraude sur les comptes de nos allocataires pour être en mesure de toucher les allocations à leur place. Et puis ensuite, vous avez, puisqu'on représente l'État français ou une partie de l'État français, vous avez toutes les attaques étatiques où on voit passer des pics d'attaques en déni de service assez régulièrement, puisque en fonction des prises de position géopolitiques de la présidence, vous avez des sursauts d'attaques sur les sites qui représentent l'État français, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est structurée la DSI de la CNAF? Alors, du coup, moi, je suis le directeur de la direction du contrôle interne et de la sécurité numérique et j'ai sous ma responsabilité l'équipe gouvernance d'une part, donc le domaine gouvernance risque conformité, du coup qui donne le cadre ou qui prend le cadre qui est la politique sécurité des systèmes d'information des ministères sociaux, la PSSI MCAS, mais qui va être aussi la directive Nice et l'ensemble du cortex normatif auquel nous devons répondre. Donc ça, c'est une première équipe chez moi avec une quinzaine d'agents. Ensuite, j'ai une deuxième équipe, un domaine architecture résiliente avec 5 agents dont la mission est de construire les architectures qui permettent d'assurer la sécurité des systèmes d'information, hein. L'objectif, c'est d'être dans l'épure de défense en profondeur que vous allez pouvoir retrouver assez facilement sur le site de l'ANSSI, selon des principes assez vieux finalement, puisque c'est Vauban qui les a mis en place. Quand je mets un point de contrôle, je m'assure que ce point de contrôle n'est pas franchi de façon illicite, et du coup, la sécurité de nos systèmes d'information repose encore sur ces sujets-là, hein. Quand on met des points de contrôle, on s'assure que ceux-là ne sont pas franchis et c'est pour ça qu'on utilise des logs, des traces et qu'on fait de la corrélation de ces logs, de ces traces pour pouvoir ensuite remonter des alertes et les traiter. Et plus insolite, Fabien, vous avez aussi, je crois, une équipe qui a pour mission d'aller sur le Darknet. Effectivement, j'ai une troisième équipe, un département cyberdéfense, où là, on a la partie plus opérationnelle, où on a des gens qui vont justement traiter toutes les alertes qui sont remontées par les points de contrôle qui pourraient être
ou avoir été franchi. Donc en utilisant un SIEM, donc une infrastructure qui permet de corréler les logs, qui surveille sur le darknet tous les messages qui pourraient être envoyés ou qui pourraient concerner la CNAF pour être capable de se préparer à d'éventuelles attaques avant que celles-ci surviennent. J'ai quelques exemples si ça vous intéresse à ce sujet-là. Et qui participe au pilotage cybersécurité, en tout cas sur toute la partie gestion de crise opérationnelle. Vous pouvez nous donner un exemple justement d'attaque potentielle que vous avez repérée via le Darknet? Quand vous avez un groupe d'attaquants qui met en vente 60 000 comptes d'allocataires pour gagner de l'argent. Donc, quand on met en vente des comptes d'allocataires, ça veut dire qu'on est capable de mettre en vente des logins mots de passe qui permettent de se connecter au service CAF.fr. La première alerte, elle vient du CSIRT, qui surveille le Darknet et qui dit qu'il y a un groupe d'attaquants qui vient de publier une liste avec des comptes qui permettent de se connecter sur le site CAF.fr. La deuxième phase, c'est j'ai des analystes qui essayent de récupérer, qui finissent par récupérer la liste en question et qui qualifient la liste pour voir si effectivement les 60 000 comptes sont valides ou si c'est du bluff. Il se trouve que sur 60 000 comptes, une fois qu'on a qualifié la liste, il y avait un peu plus de 4 000 comptes qui pouvaient être utilisables. La réaction derrière, c'est d'aller bloquer ces 4 000 comptes en les faisant passer par la procédure de réinitialisation du mot de passe pour éviter que les comptes de nos allocataires soient compromis. Donc ça, c'est une gestion de crise chez nous. C'est-à-dire que la fuite des informations, elle ne vient pas du système d'information de la CNAF. La fuite des informations, elle vient de la collecte de plusieurs fuites d'informations diverses. Et les attaquants produisent un fichier qui permet éventuellement de se connecter à notre service parce qu'ils ont observé la façon dont on pouvait se connecter à notre service. Donc, quand vous avez un acteur qui perd une base de données avec des logins mots de passe, quand vous avez un autre acteur qui perd une base de données avec des NIR, vous avez derrière des attaquants qui vont faire des jointures entre les bases de données pour présenter des bases de données qui permettent d'attaquer des services publics. Et du coup, mes équipes essayent d'être proactifs sur le sujet pour détecter quand on a un attaquant qui parle de nous et qui vend des informations qui nous concernent, et pour aller étudier ces informations pour mettre en protection les comptes de nos allocataires. Fabien Malbranck, pourquoi est-ce que vous avez opté pour une certification Secnum Cloud de l'ANSSI? Que vous apporte cette conformité? La garantie d'avoir un service qui soit opéré par un prestataire externe, donc un hébergeur, dans le cloud, selon des normes précises. Ça veut dire que quand on consomme du service cloud, c'est pour avoir de l'élasticité. Donc ça veut dire que je vais être capable de consommer de la mémoire et du compute à volonté pour justement faire face à mes pics de connexion en début et en fin de mois. Donc je vais payer du compute et de la mémoire pour une activité relativement claire pendant 20 jours. Et puis j'ai 5 jours début de mois, 5 jours fin de mois où je vais avoir besoin de beaucoup plus de mémoire parce que j'ai plus d'activité et beaucoup plus de capacité de calcul parce que j'ai plus d'activité. Et à ce moment-là, ce pic-là est absorbé par mon hébergeur. Quand je prends un hébergeur qualifié Secnum Cloud, j'ai la garantie qu'il a passé une certification qui me permette de lui confier mes données avec une garantie d'exploitation des systèmes et d'étanchéité de ces systèmes qui ont été revus par l'ANSSI. On va parler un peu de réglementation. Qu'est-ce que ça a changé, l'arrivée NIS 2 dans vos process? Ça ne change rien puisque ce n'est pas sorti. Vous vous préparez à ça? Bien sûr, je vous taquine. En fait, la directive 10, bien sûr qu'on a regardé les 22 règles, bien sûr qu'on a anticipé ces 22 règles et bien sûr que ça va dans le bon sens. Pas de difficulté. Simplement, sur un système d'information comme le mien, j'ai besoin de plus d'informations que des règles brutes. Ces règles brutes, elles sont intéressantes, elles vont dans le bon sens. Elles ne font que confirmer ce que je dis depuis un certain temps, mais ce que tout le monde dit, on ne peut protéger que ce qu'on connaît. Et du coup, NIS 2, on a l'impression qu'on redécouvre le feu, mais NIS 2, ça va nous obliger à cartographier correctement, à prendre en compte un certain nombre d'actions, à les maintenir dans le temps. Donc, c'est une nécessité pour garantir la sécurité d'un système d'information.
On s'y prépare, mais ce que j'ai besoin, moi, c'est le décret d'application. Le décret d'application va me donner la temporalité. Et la temporalité, elle est clairement importante parce que je ne mets pas le même budget. Si j'ai 6 mois pour mener une action ou si j'ai 3 ans. Je vous parle de 3 ans puisque en fait on avait une directive Nice 1. On ne redécouvre pas la cybersécurité à l'occasion de la directive Nice 2. On avait déjà une directive Nice 1 avec un décret d'application qui donnait sur certains points la capacité de mettre en place les éléments demandés sur 3 ans. Sur la directive Nice 2, on a une approche assez intéressante de mon point de vue, puisque du coup, l'État donne les questions et les réponses, c'est-à-dire que dans les textes qui vont être publiés, on vous dit ce qu'il faut faire et on vous dit ce qu'il faut produire comme indicateur pour montrer que vous l'avez fait. C'est quand même plus simple que quand on vous dit juste ce qu'il faut faire et que derrière on vient vous voir pour vous demander si vous avez mis en place les indicateurs qu'on ne vous avait pas demandé au préalable. Quand on a préparé ce podcast, vous nous avez expliqué que vous utilisez de l'IA depuis très longtemps déjà et que l'avantage recherché pour vous de l'IA, c'est d'aller plus vite. Est-ce que c'est le seul objectif pour vous d'aller plus vite ? Le sujet n'est pas nouveau en fait, c'est presque l'essence même de l'informatique, hein. On l'a oublié probablement dans les usages, mais l'essence même de l'informatique, c'était de nous permettre d'aller plus vite et de réaliser des tâches automatiques à la place d'humains. Il y a effectivement une progression incroyable qui s'est mise en place là avec l'arrivée de la puissance de calcul et de l'IA générative. On peut faire beaucoup plus de choses. Mes équipes l'utilisent tout simplement pour commencer à automatiser nos tests d'intrusion sur les attaques des systèmes. C'est-à-dire que je vais pouvoir demander à une IA qui est entraînée d'aller me balayer toutes les vulnérabilités que balaye à la main un pen tester sur un système d'information donné dès lors que j'ai les caractéristiques du système d'information. L'IA va me découvrir toutes les vulnérabilités qui sont potentiellement utilisables et l'utilisateur humain va pouvoir, lui, ensuite, taper sur ces vulnérabilités-là et aller les exploiter pour ensuite regarder la robustesse du système d'information auquel il est confronté. Donc là, clairement, moi, je gagne du temps. Je gagne du temps et je gagne de l'efficacité. On va pouvoir automatiser la façon dont on travaille. On a déjà un moteur d'intelligence artificielle qui permet de proposer des réponses à mes analystes cybersécurité sur du spam, par exemple. J'ai pas d'intérêt à avoir des gens qui vont récupérer tous les spams qui arrivent sur nos 36 000 collaborateurs pour faire une analyse détaillée du spam. Si j'ai un moteur d'intelligence artificielle qui peut vérifier avant que j'ai un humain aller lire le doc, aller regarder les entêtes de messages, aller regarder si les IP font partie d'IP malveillantes, etc., etc. J'ai quand même plus de valeur ajoutée quand mon analyste valide l'analyse de l'IA pour faire une réponse à l'utilisateur. Il paraît que vous avez un mantra en cybersécurité, c'est que la cybersécurité, c'est un moteur de performance. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette pensée ? C'est marrant, c'est une phrase que j'ai prononcée il y a une bonne dizaine d'années maintenant pour convaincre des gens qui étaient dans le retail de prendre en compte mes éléments cyber sur la construction des projets. Quand je participe à la construction d'un projet, donc quand je donne les indications sur l'architecture, sur la prise en compte des besoins de résilience, sur la façon dont je vais pouvoir éventuellement sauvegarder, sur comment on va pouvoir faire des tests de restauration de mes environnements, sur pourquoi il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire quand j'ai 2 data centers, utiliser le miroir pour pouvoir assurer ma résilience, etc., etc. Ça me permet de construire des projets qui sont stables dans le temps. J'ai envie de faire une comparaison, c'est tout seul je vais vite, en équipe je vais loin. La cybersécurité, quand j'accompagne un projet, le projet va loin. Si le projet n'est pas accompagné et qu'il est mis en ligne sans qu'il y ait eu d'analyse cyber au préalable, les attaquants, s'ils trouvent une vulnérabilité sur le projet, vont l'arrêter tout de suite, sans qu'il y ait d'autres formes de procès. Donc en ce sens, je dis que la cybersécurité est un moteur de performance puisque globalement, elle permet d'amener des projets à maturité pour les utilisateurs dans un contexte cyber maîtrisé.
C'est pas antinomique avec de la méthode agile, c'est pas antinomique avec des développements rapides. C'est juste des frameworks qui doivent être préparés, des outils qui doivent être proposés aux développeurs, hein. Par exemple, on peut très bien avoir de l'analyse de code mise à disposition des développeurs sans que ça les ralentisse, puisque on fait une analyse du code qui est en cours de développement pour leur donner quasi en temps réel les vulnérabilités qu'ils sont en train de produire. Mais ça leur permet de corriger la copie avant même qu'elle soit produite. On arrive à la fin du podcast. Si vous pouviez avoir un super pouvoir dans le cadre de votre travail, lequel serait-il et pourquoi ? Ah, moi, je voudrais être un poulpe. Ça me permettrait de paralléliser mes tâches. Parce qu'il faut capter, puis il faut être partout pour pouvoir accompagner les équipes, pour pouvoir leur donner des réponses dans la temporalité dans laquelle ils s'inscrivent, hein. C'est-à-dire que une réponse que j'ai faite, il y a 6 mois, elle est probablement plus valable aujourd'hui, en fait. Si vous regardez l'actualité récente, il me semble que c'est au Brésil, on a eu une attaque qui a permis d'exporter, je crois que c'est un petit peu plus de 140 millions d'euros. Du coup, il s'agissait bien d'une attaque, mais c'était pas une attaque sur la partie cyber à l'origine. C'est simplement, on est allé compromettre une personne qui avait des secrets qui permettaient ensuite d'utiliser des comptes avec des privilèges pour produire une attaque qui a permis d'exfiltrer un peu plus de 140 millions d'euros. Du coup, on se rend bien compte que le contexte cyber évolue très très vite et nos attaquants s'adaptent à la façon dont on travaille. C'est-à-dire que s'ils sont pas capables de compromettre un système d'information, ils vont compromettre une personne dans l'organisation qui leur permettra d'avoir des accès sur le système d'information en question. Et du coup, pourquoi le poulpe? C'est parce que j'ai besoin de cette capacité de détection. Qu'est-ce qui se passe dans ma planète? Comment je peux détecter qu'un de mes utilisateurs est en train de se faire compromettre? L'exemple que j'utilise depuis quelque temps, c'est si Madame Michu s'est connectée depuis Guéret dans la Creuse et que l'instant d'après, elle se connecte depuis les plaines d'Asie centrale, on a de fortes chances pour que son compte se soit fait compromettre. Mais du coup, derrière ça, une fois que j'ai cette détection, il faut aussi être capable de mettre en place tous les éléments qui vont me permettre de réduire l'impact de la compromission. Bon, vous nous direz quand même si la France va gagner la Coupe du Monde 2026, hein, si vous êtes poulpe. Hein. Alors, indéniablement. Il n'y a pas de raison qu'elle ne la gagne pas. Ma dernière question, est-ce que vous avez une super-héroïne ou un super-héros à nous recommander pour un prochain épisode et pour quelle raison ? J'ai envie de valoriser, moi, les femmes qui font de la cyber dans notre pays. Donc, je vous proposerais d'aller interviewer Milena Peralta, par exemple. Merci beaucoup, Fabien Malbranc. Avec plaisir. Vous étiez l'invité des Résilients, le podcast des super-héros du numérique, podcast produit par Splunk, une filiale de Cisco, la plateforme qui renforce donc la résilience de votre organisation. Merci à toi, Audrey Williard, pour l'histoire de Bug de l'an 2000 en ouverture, mais aussi l'écriture et l'accompagnement éditorial de ce podcast. Sans oublier, merci à toi Bertrand, le nôtre, pour l'animation et le montage de ce podcast. N'hésitez pas à aller écouter tous les épisodes des 2 saisons précédentes des Résilients qui sont sur les principales plateformes de podcast. Profitez-en pour vous abonner au passage, comme ça vous ne manquerez aucun numéro à venir. À très vite. Retrouvez l'ensemble des épisodes de Les Résilients sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et pour plus de cas concrets en matière d'observabilité et de sécurité, rendez-vous sur le site de Splunk.